Bonjour et bienvenue dans Cybercast, votre rendez-vous avec la cybersécurité en Côte d'Ivoire, en Afrique et dans le monde. Aujourd'hui, nous allons mettre l'accent sur l'actualité du mois de novembre. Pour cela, je suis accompagné de Hamdan Kone. Bonjour Hamdan. Oui, bonjour Junior, bonjour à nos auditeurs. Merci Hamdan, c'est toujours un plaisir de te retrouver. Donc aujourd'hui, on a à peu près 6 points à discuter en parlant de fuite de données, de vulnérabilité, et à la fin, on essaiera de donner des conseils à nos auditeurs. Donc, sans plus tarder, on rentre dans le vif du sujet avec le premier sujet concernant Cloudflare qui avait eu une panne mondiale paralysant plusieurs sites Internet. C'est ça. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on peut rappeler les faits pour nos auditeurs? Oui, effectivement, le 10 novembre 2025, Cloudflare a connu une énorme panne, la plus importante depuis 6 ans. Pendant près de 6 heures, beaucoup de sites de services en ligne étaient partiellement ou totalement indisponibles. On parle de ChatGPT, du réseau social X ou même de League of Legends. Au début, tout laissait penser à une grosse attaque des DOS. Les symptômes étaient vraiment typiques. Mais après enquête, Cloudflare a confirmé que non, il n'y avait aucune attaque. Le souci venait d'une erreur interne de configuration. En fait, ils ont modifié les autorisations d'un de leurs systèmes de base de données. Et cette modification a déclenché la création d'un fichier, ce qu'ils appellent un fichier de fonctionnalité, beaucoup plus gros que prévu, avec des entrées dupliquées. Au final, le fichier a doublé de taille et a dépassé les limites que leur logiciel pouvait gérer. Et du quels services Cloudflare ont été touchés alors? Il y a pas mal de services qui ont été touchés. On parle de leur CDN, de leur service de sécurité de base, Tunstall, on parle de Workers qui l'accès même au dashboard de Cloudflare était inaccessible, la sécurité des emails et même l'authentification. Donc, il y avait vraiment un impact très large. Cloudflare est tellement central dans l'infrastructure d'Internet que lorsqu'il tombe en panne, il entraîne beaucoup de monde avec lui. C'est un peu comme AWS, quoi. Oui, effectivement, je pense que c'est à peu près 30% de l'Internet qui passe par Cloudflare. Et du coup, quelles leçons les entreprises et même les particuliers peuvent tirer de cet incident? Alors, déjà, comme pour AWS, il y a un mois, cet incident rappelle un peu que beaucoup d'entreprises reposent sur Cloudflare pour tout ce qui est la performance et la sécurité de leurs services. Il faut donc prévoir soit un plan de continuité ou au minimum être conscient du risque si un fournisseur central tombe. On retient surtout que petit ou grand, personne n'est vraiment invincible, quoi. Effectivement, et on enchaîne cette fois avec les vulnérabilités dans Fortinet. Pour commencer, qu'est-ce qu'on doit comprendre de cette vulnérabilité qui a été annoncée par Fortinet au mois de novembre? Fortinet a découvert une faille critique référencée CVE 2025-64-446 qui touche plusieurs versions de FortiWeb, c'est-à-dire leur application, leur firewall applicatif en quelque sorte. En clair, cette faille permet à un attaquant authentifié d'exécuter du code arbitraire sur l'appareil grâce à une injection de commande. Et là, ça devient vraiment sérieux. Avec ce niveau d'accès, on sait qu'un attaquant peut contourner les politiques de sécurité, modifier la configuration et même créer des comptes d'admin. Bref, prendre vraiment totalement le contrôle du système. Et surtout, la vulnérabilité est déjà exploitée dans la nature, ce qui en fait une vraie urgence, quoi. On a beaucoup entendu parler de correctifs silencieux chez Fortinet. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Oui, en fait, plusieurs chercheurs, notamment Watchdog, reprochent à Fortinet d'avoir corrigé la faille dans la version 8.0.2 sans rien annoncer officiellement. Aucune mention dans les notes de version, aucun avertissement. Conséquence, les attaquants ont pu exploiter la faille pendant des semaines. Les défenseurs n'étaient pas informés et certains endpoints internes restaient accessibles à cause d'une traversée de chemin et d'un contournement d'authentification. Le vrai problème, c'est que les attaquants analysent les patchs aussi, hein. Donc, faire un correctif en silence ne protège personne. Au contraire, ça désavantage ceux qui défendent l'infrastructure. Concrètement, quelles versions de FortiWeb sont touchées et quel est le risque pour les entreprises? Oui, les versions vulnérables sont 7.0, avec l'intervalle 7.0 jusqu'à 7.0.12, 7.2, 7.2.12. Et on laisse les auditeurs voir avec la note officielle de Fortinet. Mais le risque est critique avec un score CVSS de 9.4. Si l'interface de gestion est exposée à Internet, un attaquant peut d'abord contourner l'authentification, usurper un compte admin, exécuter du code ou même modifier la configuration. En résumé, prise de contrôle complète du FortiWeb et possibilité même de se déplacer ensuite dans tout le réseau, quoi. Et quelles sont les actions immédiates que les admins ou les utilisateurs de ce produit devraient prendre?
Voici, on va dire, un plan d'action. Un, il faut mettre à jour immédiatement. Donc, il faut installer les versions corrigées et publiées par Fortinet. Ça, c'est vraiment la priorité. Euh, En deuxième lieu, si la mise à jour n'est pas possible tout de suite, Fortinet recommande de désactiver HTTP, HTTPS sur toutes les interfaces exposées à Internet. Si l'interface de management est strictement interne, le risque diminue fortement. Après la mise à jour, il faut vérifier les logs, il faut repérer tout changement suspect, il faut s'assurer également qu'aucun compte administrateur n'a été ajouté. Voilà, c'est tout. Et le troisième point concerne les trois failles critiques activement exploitées dans le CMS WordPress. On commence déjà par W3 Total Cache, un plugin qui a été installé sur plus d'1 million de sites. Pourquoi cette faille fait autant de bruit? Effectivement, parce qu'elle est incroyablement simple à exploiter. La faille CVE 2025-9501 permet à un attaquant non connecté d'exécuter des commandes PHP sur le serveur, juste en postant un commentaire contenant du code malveillant. L'attaque n'a besoin d'aucun accès. L'attaquant n'a besoin d'aucun accès. Il publie un commentaire et il peut ensuite faire absolument tout, modifier le site, injecter du contenu, voire même prendre la main sur le serveur. La mise à jour 2.8.13 existe depuis octobre, mais beaucoup de sites ne l'ont toujours pas installé et un code d'exploitation public va sortir dans les prochains jours. Donc, les attaques vont s'accélérer très vite. Et la deuxième alerte, c'est concernant le plugin Post SMTP. Et là, on parle carrément de détournement de compte admin. C'est bien cela? Exactement. La faille CVE 2025-11-833 permet aux attaquants non authentifiés d'accéder aux logs d'email envoyés par le site. Et dans ces logs, on trouve parfois des liens de réinitialisation de mots de passe. Tu imagines la suite. L'attaquant lit le log, il récupère le lien, il réinitialise le mot de passe du compte admin et il prend le contrôle du site. WordFence a déjà débloqué, WordFence a déjà bloqué plus de 4500 tentatives d'exploitation en quelques jours. La version corrigée est la 3.6.1 et vu le niveau de risque, quand même, c'est une mise à jour à faire immédiatement, quoi. Et la troisième faille ne concerne pas cette fois-ci un plugin, mais bien un thème, le Job Monster. Qu'est-ce qu'on en sait? Là, on est sur un contournement d'authentification, c'est-à-dire la CVE 2025-5397. La fonction qui gère la connexion sociale, quand on demande par exemple la connexion via Google, via Facebook, via LinkedIn, donc ça valide des accès sans vérifier correctement l'identité de l'utilisateur. Si la connexion sociale est activée, un attaquant peut faire croire au site qu'il est un administrateur. Il lui suffit de connaître l'adresse email de la victime. C'est discret, c'est simple et redoutablement efficace. La version corrigée est 4.8.2 du thème Job Monster. Et quels sont les plans d'action à suivre? Il faut mettre à jour sans attendre, hein. Au niveau de W3 Total Cache, il faut migrer vers 2.8.13. Pour post SMTP, il faut aller vers 3.6.1. Pour ce qui concerne Job Monster, il faut aller vers 4.8.2. Si la mise à jour n'est pas possible tout de suite, désactiver, bien évidemment, c'est différents plugins et thèmes. Il faut aussi vérifier que le site n'a pas déjà été compromis en vérifiant les journaux d'accès, les nouveaux comptes admin et même si, il y a eu des tentatives de connexion anormales. Et enfin, il faut sécuriser les comptes administrateurs en activant. Cela passe par activer, on va dire, la double authentification, changer les mots de passe, révoquer les différentes sessions qui sont actives. Monsieur Hamdan, quatrième point de notre entretien de ce jour porte sur la plateforme Anka, qui a eu de fuites de données massives. Déjà, pour nos auditeurs, c'est quoi Anka et est-ce que tu peux nous expliquer ce qui s'est vraiment passé? Oui, Anka, c'est la plateforme africaine d'e-commerce et honnêtement, ce n'est pas une bonne nouvelle. D'après les infos qui circulent, un fichier d'environ 12 gigas contiendrait les données de 637 000 utilisateurs. On parle d'email, de numéro de téléphone, de date de naissance et surtout des jetés d'authentification qui peuvent parfois donner accès à un compte sans mot de passe. Ça met un peu mal à l'aise, surtout quand on sait qu'Anka est en pleine acquisition. Ces périodes sont toujours sensibles et on va dire que les cybercriminels aussi le savent, hein. Selon Gaël Kwanda, expert en gouvernance et cybersécurité, les analyses évoquent plusieurs causes possibles. On parle d'un endpoint d'API mal protégé, des jetons d'accès non expirés et ou encore même une mauvaise configuration d'un serveur cloud. En d'autres termes, des erreurs techniques évitables mais fréquentes dans des environnements à forte croissance. Et quels sont les risques concrets pour les gens qui utilisent Anka? Le principal risque, c'est la prise de contrôle des comptes. Parce que si un jeton est encore actif, quelqu'un peut s'y connecter. Ensuite, on aura clairement du phishing ciblé. On parle de messages très crédibles avec votre prénom, votre numéro, et on en passe. Et pour les vendeurs, il peut même y avoir des tentatives de fraude financière. On n'est pas dans un chaos, je dirais, total, mais c'est suffisant pour être prudent, quoi.
Et là, en termes de conseils, qu'est-ce que les utilisateurs de Anka doivent faire concrètement? Et là, tout de suite. Je dirais des actions simples mais efficaces. D'abord, il faut changer son mot de passe en cas et celui d'autre si vous réutilisez le même. Il faut activer la double authentification si possible. Il faut faire attention aux SMS et emails bizarres qui prétendent venir d'Anka. Il faut garder un œil sur vos comptes bancaires si vous êtes vendeur. Pour Anka et les entreprises du même genre, il faut invalider les jetons, il faut revoir les accès et surtout communiquer clairement. Parce que quand on ne dit rien, les gens imaginent le pire. Exactement, et on plonge cette fois au Kenya où plusieurs sites de services gouvernementaux qui étaient à l'arrêt. Est-ce qu'on sait ce qui s'est réellement passé? Oui, c'était un réveil compliqué pour beaucoup de nos frères kenyans, hein. Dans la matinée du 17 novembre, une attaque coordonnée a frappé des dizaines de sites publics. On parle des sites publics qui sont dans le domaine de la santé, de l'éducation, de l'intérieur, du travail et même de l'énergie. Et même le programme de microcrédit Earthland Ford et le site du comté de Nairobi qui ont été touchés. Les visiteurs arrivaient sur des pages complètement remplacées, avec des slogans, on va dire suprémacistes. Un groupe nommé PCP@Kenya a revendiqué l'opération. Ça a bloqué l'accès à des services essentiels pendant, disons, plusieurs heures. Et pour un pays où beaucoup de démarches se font quand même en ligne, on va dire que c'est un vrai stress pour la population. Exactement, mais concrètement, est-ce qu'on peut dire que les systèmes ont tenu le coup? Bon, d'après le ministère de l'Intérieur, l'attaque a été détectée tôt. Il y a eu une réponse d'urgence. Il parle d'une intrusion coordonnée. C'est leur propre mot. Ça veut dire que ce n'était pas un petit script qui dit isolé quelque part. Les équipes ont réussi à stabiliser les systèmes avant midi. Et la plupart des sites sont revenus dans, on va dire, aux environs de l'après-midi. Et selon les premières analyses, aucune donnée sensible n'aurait été compromise. Exactement, et comme tu le sais, lorsqu'on fait notre veille technologique, on a tendance à avoir autant d'attaques ciblées vers le Kenya. Pourquoi ce pays est autant exposé? Ah, tout simplement parce que c'est l'un des pays les plus digitalisés du continent, que ce soit les services administratifs, les démarches citoyennes, tout passe par le numérique. Et comme d'habitude, plus on digitalise, plus on devient une cible. Le docteur Raymond Omolo, qui dirige le Comité national contre les cybercrimes, l'a très bien résumé. Cet incident montre que la cybersécurité doit avancer aussi vite que la transformation digitale. Exactement, plus on applique la transformation digitale ou on adopte les stratégies de transformation digitale, plus le vecteur d'attaque s'agrandit pour le pays ou bien pour le système ou bien même pour une entité donnée. Et Exactement. donc, on peut dire que ce n'est pas un incident isolé, c'est bien cela. Exactement. Le Kenya a déjà vécu plusieurs attaques sérieuses, hein. En 2016, le Trésor national a perdu l'équivalent de 27 millions d'euros. En 2023, Anonymous Soudan a paralysé plusieurs ministères, la plateforme e-Citizen. Et selon l'autorité même de communication, rien que sur 3 mois cette année, il y a eu 842 tentatives d'attaque recensées. Même les banques ont été frappées, plus de 1,5 milliard de shillings volés en 2024. Donc oui, le pays est vraiment clairement dans le viseur. Et qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça? Ce qu'on retient, c'est simple, Junior. On voit un pays qui avance, on va dire vite, mais qui se fait rattraper par les risques du numérique. Aujourd'hui, c'est un rappel qu'il faut durcir le système, pas seulement le moderniser. Il faut voir au niveau même de la security by design et tout. Exactement. Du coup, on pourrait dire aussi le développement doit suivre, mais aussi ne pas oublier la sécurité, qui est un aspect très important. Effectivement. Et le dernier point de notre numéro de ce jour, c'est la Somalie, où il y a eu le piratage de la plateforme e-Visa. Est-ce qu'on sait ce qui s'est passé? C'est quoi le problème exact? La plateforme Divisa de la Somalie a été compromise. Des hackers non identifiés ont réussi à pénétrer le système, selon l'agence d'immigration et de la citoyenneté du pays. D'après les alertes émises notamment par l'ambassade américaine, ce sont environ 35 000 demandes de visa, incluant des voyageurs internationaux qui seraient concernés. Les informations compromises sont, on a les noms, on a des photos, on a les dates et lieux de naissance, l'adresse email, l'adresse personnelle, statut marital, bref, bon, voilà, des données personnelles très sensibles, quoi. En réaction, les autorités ont mis en ligne le portail compromis, evisa.gov.so, ce qui est vraiment drôle, c'est qu'ils l'ont remplacé de manière assez discrète par un nouveau site etas.gov.so. Et pour ceux qui ont soumis un e-Visa, qu'est-ce que ça change? Ça change beaucoup. Le vol de ces données peut mener à des usurpations d'identité. T'es d'accord avec moi? On parle de nom, de photo, de date de naissance, d'adresse, des éléments suffisants pour tenter une fraude. Pour les voyageurs étrangers, voire des diplomates ou même je dirais des journalistes, il y a un risque de ciblage dans un contexte, bon,
On sait un peu dans un contexte aussi fragile comme pour la Somalie, on sait que ces informations pourraient servir à peut-être au niveau de, c'est pas des menaces, de l'espionnage ou même en fait à des différents types en fait d'harcèlement. Exactement. Quand on voit la Somalie, un pays qui est beaucoup en difficulté, on pourrait se poser la question, selon toi, pourquoi un tel pays peut se trouver dans une telle situation? Oui, la Somalie venait juste de digitaliser sa gestion des visas. C'est une étape qui est intéressante pour moderniser ses frontières, on va dire simplifier les démarches pour les voyageurs. Mais visiblement, la sécurité informatique n'a pas suivi. D'après les experts, la faille exploitée était en réalité très basique. Un endpoint non protégé, des enregistrements accessibles sans authentification. Quand on confie des données aussi sensibles, bon, telles que les passeports, les informations personnelles à un système, le niveau de protection doit être vraiment très élevé. Là, ce n'était pas clairement le cas. Cet incident montre que dans des contextes comme celui de la Somalie, les enjeux politiques, que ce soit sécuritaire, technique, vraiment, c'est vraiment très imbriqué. Digitaliser, c'est bien, comme on disait tout à l'heure, mais sécuriser aussi, c'est indispensable, quoi. Effectivement, ça montre qu'aucun pays ou aucun système n'est à l'abri. Et maintenant, quelles mesures ou réflexes tu recommanderais à nos auditeurs vis-à-vis de tout ceci? Pour les voyageurs ou ceux qui ont utilisé le système d'e-visa, il faut être très vigilant à toute sollicitation inhabituelle, par email, par appel, etc. Parce qu'il peut y avoir des phishing, il peut y avoir des arnaques bien ciblées, il peut y avoir des usurpations d'identité. Il faut surveiller aussi de près ses comptes personnels, il faut surveiller les activités bancaires, il faut garder aussi un œil sur les différentes alertes de sécurité. Pour les autorités en Somalie ou pour d'autres États en phase de digitalisation, il faut revoir de fond en comble la sécurité des systèmes. Il faut penser à une authentification plus forte, à des chiffrements, à des accès restreints, à des, pourquoi pas des audits réguliers. Il faut être transparent aussi avec les utilisateurs. En cas de fuite, il faut alerter immédiatement les personnes qui sont concernées, expliquer ce qui s'est passé et proposer même des mesures. Il faut en outre aussi former des équipes compétentes, investir en cybersécurité pour que euh, tous ces systèmes qu'on est en train d'ouvrir là puissent être sécurisés. Effectivement, merci Amdan, c'est sur ce mot qu'on va clôturer notre numéro de ce jour. On retient que c'est vrai, il faut adopter le développement, il faut pratiquer, il faut mettre en œuvre la transformation digitale pour faciliter le quotidien des citoyens. Mais le plus important, ne pas oublier la sécurité des données, car C'est aujourd'hui, comme ça. on le dit, le nouveau pétrole du monde, ce sont les datas, ce sont les données. C'est Merci ça. beaucoup et on se dit à la prochaine pour un nouveau Ah, numéro. allez, au revoir.